Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le 11e chapitre de ce Super Flame Story. « 11 décembre. Sous les coups d'1h du matin, Andrew passa récupérer l'inspecteur Bloom chez lui à l'aide de son étrange porte. Pour l'occasion, les deux hommes avaient enfilé des vêtements noirs pour se faire le plus discret possible dans l'obscurité. Juste avant de se rendre sur la place de l'hôtel de ville, Bloom et Bennett contemplèrent quelques instants Oswald. Le vieillard était toujours dans son étrange état méditatif, alimentant par on ne sait quelle forme de magie les appareils qui maintenaient en vie Alias. « N'empêche, Bennett, ça ne vous rappelle rien ?»« Quoi donc ?»« La lueur dans les yeux d'Oswald, ces sortes d'étoiles comme s'il avait tout le cosmos dans le regard. » Andrew s'approcha du vieil homme, qui l'ignora complètement. Il regarda dans ses yeux. L'omniscient. On dirait la même forme de magie que celle que pratique l'omniscient. Une voix rauque se fit entendre du haut d'une bibliothèque. Cette voix, c'était celle de Rico. « Si l'omniscient est responsable du retour d'Oswald, c'est qu'il est porteur d'une chaîne de causalité à privilégier. »« C'est-à-dire » demanda Andrew. « Celui qui sait tout de tout en tout temps a beau dire qu'il n'intervient pas dans le déroulement naturel des événements, il lui arrive parfois de donner un coup de pouce au destin. Si tu veux mon avis, Andrew, s'il a fait revenir Oswald l'an dernier, c'est parce qu'il est une pièce essentielle du puzzle. » Exact. Bien qu'il eût été très tard, l'inspecteur et l'homme à l'étrange porte n'étaient pas les seuls à être encore debout. C'était également le cas de Cassandra Darmin. Son maître chanteur, le fameux homme au crève-cœur, s'était une nouvelle fois introduit dans son appartement. « Je refuse d'écrire un article pareil !»« Vous n'êtes absolument pas en position de me refuser quoi que ce soit. »« Mais enfin, comprenez que je ne peux pas aller de la sorte, salir la mémoire de Fabrice Pavier si tôt après son décès. En plus, vous me demandez de mentir sur la base de faux documents. » « Je peux savoir depuis quand vous avez des scrupules, Madame Darmin ?»« Ce genre d'article, je sais exactement comment ça se termine. La moitié du village va se soulever contre la DPA avec ces histoires. » « C'est l'idée, Madame Darmin. Je veux que l'article sorte demain, » déclara l'homme en se levant. « Sinon, je peux vous assurer qu'il arrivera un malencontreux accident à votre jeune frère. » En entendant ces mots, la journaliste se calma. « Bon, très bien, je l'écrirai, votre satané article. Mais ne touchez pas à Lucas. » « Je suis un homme de parole, Cassandra. J'ai beau avoir des méthodes qui déplaisent à la plupart des gens, je tiens toujours mes engagements. Tenez les vôtres et tout se passera bien pour vous et pour votre frère. » Dans la porte d'Andrew avaient lieu les derniers préparatifs pour l'opération Mary. Afin de détendre l'atmosphère, l'inspecteur Bloom plaisanta sur la tenue de Bennett. « Vous me faites penser à un cliché de cambrioleur des années 50. » Vous n'êtes pas mieux non plus avec votre jean noir et votre gros pull. Les jeans, vous pouvez critiquer, mais pas le pull. C'est ma mère qui l'a tricoté. Mea culpa, répondit Andrew en farfouillant dans sa bibliothèque, avant d'en ressortir un livre intitulé « Le grand graviton ou la pomme qui tombe ». C'est quoi ce sous-titre à la con? C'est vraisemblablement une référence à Isaac Newton. Ce livre permet de manipuler la gravité dans un rayon donné. Grâce à ça, nous pourrons soulever les gravats. Sur la place de la mairie, les hommes de la DPA étaient plutôt détendus. Il était très tard, et beaucoup somnolaient dans les véhicules, tandis que leurs collègues les plus assidus fumaient des cigarettes à l'extérieur. « Tu penses qu'on va rester affecté à ce secteur longtemps ?» lança l'un d'eux à son collègue. « Ça commence à me gaver de rester planté là. »« Oh bah je sais pas, » répondit le second en recrachant la fumée de sa clope. Je suppose que quand Contumace aura tous les éléments dont il a besoin, on abandonnera le secteur de la mairie. » Dire que lui, il est bien au chaud au camp de base. Vraiment des privilégiés, les hauts gradés. Je te rappelle que je suis ton supérieur.
Ouais, mais t'es pas si haut gradé que ça. Tu sais ce qu'on recherche au moins? J'ai bien une théorie, mais y a rien d'officiel. Je préfère me taire pour paniquer mon avancement. Si tu veux mon avis, l'explosion de la mairie, c'était un coup calculé. Par qui? Réfléchis, qui en a le plus profité? Ah ouais, je vois. Mais je crois que je vais arrêter de poser des questions maintenant. Ouais, sage décision. Quand je pense à tous ces morts dans pêche, c'est un peu dégueulasse si c'est ça. Tu crois que c'est pourquoi que la hiérarchie arrête pas d'employer le terme de victime collatérale? Au même instant, à quelques mètres des deux hommes, derrière un tas de briques effondrées, surgit la porte d'Andrew. En remarquant la présence des deux gardes, l'homme à l'étrange porte demanda de l'aide à Rico. L'oiseau accompagna son ami et l'inspecteur. « Tu vois ces deux soldats, Rico ?»« Ouais. »« Il faudrait que tu les occupes. »« Compris. » répondit l'oiseau en s'envolant, avant d'aller se poser non loin des deux soldats qui sursautèrent. « Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui m'a fait peur, ce foutu corbac ?»« Ah, il est vachement gros, n'empêche. » Rico fit mime d'être un oiseau parmi tant d'autres. Il se mit à croasser. « Ah! Ah! Ah !»« C'est marrant, on dirait qu'il réagit à ce qu'on dit. »« Dis pas n'importe quoi, c'est qu'un piaf. »« Tu sais, il paraît que les corbeaux, c'est super intelligent. Il y en a même qui sauraient compter. » L'autre soldat pouffa. « Allez, arrête de dire des conneries. »« Non mais je te jure. »« Ah! Ah !» Pendant que les deux soldats dissertaient sur la condition de Rico, Bennett commença à farfouiller dans son livre magique. Ce sortilège devrait être le plus efficace. Je vais très lentement faire léviter différents morceaux de l'édifice pour nous dégager un passage jusqu'au sous-sol. Vous pensez qu'on trouvera quelque chose? L'explosion a beau avoir détruit le bâtiment, je pense qu'on retrouvera certains objets. Entendu, répondit l'inspecteur, inquiet. Il balayait du regard les alentours pour s'assurer qu'aucun garde ne les avait repérés. Pendant ce temps, l'homme à l'étrange porte commençait à faire des mouvements avec ses mains. Les pages du graviton se mirent alors à scintiller et les gravats commencèrent lentement à bouger. Pour que tout se déroule le plus discrètement possible, Andrew agissait avec une lenteur extrême. L'opération prit plusieurs minutes. Bientôt, une sorte de tunnel commença à prendre forme. Les deux hommes s'engouffrèrent à l'intérieur. Vous savez dans quelle zone se trouvaient les archives? Si ma mémoire est bonne, tout le sous-sol leur était consacré, donc on doit déjà être dedans, répondit l'inspecteur en allumant sa lampe torche. Les deux hommes fouillèrent parmi les débris. Aucun indice ne semblait s'offrir à leur regard, jusqu'au moment où Andrew remarqua une caisse en fer et une sorte de registre encastré dans les décombres. L'inspecteur l'aida à les dégager. « Il y a quelque chose un peu plus loin », déclara Andrew, tandis qu'une pierre tombait à 50 cm de sa tête. « C'est trop loin, Andrew, il faut remonter, ça commence à devenir dangereux. » Les deux hommes entreprirent alors de rebrousser chemin, constatant l'instabilité de la structure temporaire qu'Andrew avait créée grâce à son livre magique. À la surface, les deux soldats qui gardaient le secteur étaient toujours autant obnubilés par Rico. « Vas-y, montre-lui 4 doigts !» lança un des deux soldats à son collègue qui s'exécuta. « Ah! 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 Tu vois, je t'avais bien dit qu'il savait compter !» Apercevant du coin de l'œil Andrew et l'inspecteur, Rico s'envola dans la direction opposée pour qu'ils aient le temps de fuir en utilisant la porte de Bennett. Les deux hommes récupèrent ensuite le volatile dans une rue adjacente. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Rico en se posant sur le crâne d'Oswald qui était toujours en pleine méditation. « Un registre et une caisse. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. » Au petit matin, les deux hommes amenèrent les indices qu'ils avaient retrouvés la veille au commissariat. Ils réservèrent alors une salle à leur enquête et ils commencèrent à étudier le tout avec le lieutenant Fonck et le capitaine Leblanc. La caisse en fer contenait plein de vieux documents relatifs à l'histoire de la ville. Mais l'objet le plus intéressant, c'était le registre. L'inspecteur Bloom le parcourait avec fascination. « Vous ne devinerez jamais quel nom revient presque au moins 2 fois par semaine au cours des derniers mois. »« Celui du maire ?» demanda Fonck. « Non, celui de Joseph Valentino, une des victimes du 3 décembre. Visiblement, ce gars adorait consulter les archives municipales. »« Mais pourquoi ?» s'enquit Bennett. « Ça, je vais tâcher de le découvrir, » déclara l'inspecteur Bloom en regardant sa montre. « Vous savez quoi, les cours n'ont pas encore commencé, et je vais amener mon fils au collège et interroger ses professeurs. Peut-être que certains auront des réponses.
Bennett, restez ici avec Fonck et Leblanc pour continuer d'analyser les documents. Entendu, on se tient au courant. L'inspecteur Bloom était très content de pouvoir amener son fils au collège. Tu sais pas, je suis très content que tu m'amènes, mais je préfère quand même quand c'est maman. Pourquoi? Tu as honte de ton père? Non, c'est pas ça. C'est juste que tu sais, les autres, ils trouvent bizarre que ce soit une voiture de police qui me dépose. Après, ils me jugent. Quelle bande de gamins! Ouais, je sais. Écoute, si c'est moi qui t'amène aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai quelques questions à poser à tes professeurs. Si tu veux, je peux me garer sur le parking des profs, comme ça les autres élèves ne verront pas la voiture. Mais on n'a pas le droit de s'y garer. Je te rappelle que j'ai une plaque de police, fiston. Bon, d'accord. Tu finis à quelle heure? Demanda le père à son fils tout en effectuant un créneau. À 16h30. Mais j'ai prévu d'aller jouer chez des potes après. Maman est au courant. Bon, très bien, jeune homme. Alors passe une bonne journée, Déclara l'inspecteur en regardant son fils avec un grand sourire. Merci, pas. Répondit ce dernier, en s'éloignant tranquillement du véhicule pour aller se greffer à un groupe d'enfants. L'inspecteur Bloom pénétra dans la cour intérieure. Il se rendit à la vie scolaire qui le redirigea vers la direction, qui l'autorisa ensuite à se rendre en salle des professeurs. Le principal lui avait fourni une liste des noms des profs qui connaissaient bien Joseph Valentino. Pour le moment, il n'y avait pas un chat. L'inspecteur en profita pour se servir un café. Il s'assit ensuite à une table et commença à sortir son carnet de notes. Au même instant, une jeune professeure arriva. « Bonjour, c'est vous l'inspecteur ?» En effet. Elle s'approcha ensuite pour lui serrer la main. « Enchantée, je suis Jessica Dumont, la prof d'anglais. C'est moi que vous devez évaluer. » Je ne suis pas sûr de saisir. « Bah, c'est pas le rectorat qui vous envoie ?» Ah, et je crois qu'il y a erreur, madame. Je ne suis pas inspecteur académique, mais inspecteur de police. Répondit l'inspecteur Bloom en sortant sa plaque. Oh, autant pour moi. Il n'y a pas de mal. Dites-moi, vous connaissiez Joseph Valentino? Le professeur de mathématiques? Oui. Pas vraiment. À vrai dire, il avait plutôt tendance à traîner avec les profs d'histoire. C'était une de ses grandes passions. Vous devriez demander à Monsieur Lumar. Il me semble qu'ils étaient assez proches. Au même instant, le véritable inspecteur académique et une demi-douzaine d'autres professeurs entrèrent en salle des profs. Mademoiselle Dumont pointa du doigt Lumar et se précipita vers l'inspecteur. L'inspecteur Bloom fit un signe au professeur d'histoire. Il semblait un peu ronchon. Il avait un exemplaire de la Gazette de Marmottin sous le coude. « Non, mais vous y croyez, vous? À quoi donc? Les révélations de Cassandra Darmin. Navré, mais j'évite de lire la Gazette. Pour moi, c'est un torchon. Moi aussi, d'ordinaire, j'évite la Gazette, et quand je la lis, je prends toujours des pincettes avec ce qui est écrit. Mais là, on dirait qu'il y a un vrai travail d'enquête. Cassandra Darmin affirme, preuve à l'appui, que notre défunt maire comptait passer un deal avec la DPA pour leur accorder un contrôle total sur une zone en périphérie de la ville pour qu'ils puissent tester des armes. Un vrai scandale. Paraît qu'il a signé avant de mourir et qu'il négociait en sous-main avec un certain alias. Je trouve ça assez intéressant, mais je doute tout de même de la crédibilité de l'article. Déclara l'inspecteur. Bref, monsieur Lumar, la raison de ma venue ici est l'affaire Valentino. Il paraît que vous le connaissiez bien. Oui, c'était un bon ami à moi, il me manque beaucoup. Il avait beau être professeur de mathématiques, c'était un vrai passionné d'histoire. On avait souvent de grands débats sur des figures historiques. Je vois. Vous n'avez pas remarqué un changement de comportement de sa part dans les semaines qui ont précédé sa mort? Je dois bien avouer que si, il s'était subitement pris de passion pour l'histoire du village. Il était fasciné par le passé de Marmottin. Il faut dire que le village, c'est quelque chose de très ancien. Marmottin remonte à l'ère médiévale, si ce n'est plus. Oui, j'ai déjà remarqué les anciennes fortifications en périphérie de la ville. Tout ça fascinait au plus haut point Valentino. Je crois savoir qu'il avait pour projet d'écrire un livre. Il allait souvent consulter les archives municipales pour trouver des informations. Très intéressant. En revanche, inspecteur, je ne vous cache pas que dans les jours qui ont précédé sa mort, il semblait extrêmement tendu et préoccupé. Il a cessé de parler à la plupart des collègues. Je pense que ces histoires d'histoire, ça l'obsédait un peu trop sur la fin. Je vois. Merci bien, monsieur Lumar. L'inspecteur Bloom interrogea encore un ou deux professeurs avant de retourner au commissariat. Il passa devant la place de la mairie où il put voir un attroupement devant les restes de l'hôtel de ville.
Il se tenait là une sorte de manifestation pacifique anti-DPA. La police de Marmottin était là pour calmer le jeu. Le capitaine Leblanc avait rappliqué avec la moitié du commissariat pour tenir la foule à distance. Il négociait avec un homme en costume. L'inspecteur gara son véhicule à quelques mètres et rejoignit les deux hommes. « Ah, inspecteur Bloom !» lança Leblanc. « Je vous présente Contumace. »« Bonjour, inspecteur. Comment allez-vous » demanda l'homme d'un ton charmeur. Ça pourrait aller mieux si la Gazette n'avait pas encore provoqué une foutue émeute inutilement. J'étais justement en train d'évoquer le sujet avec le capitaine. Je veux à tout prix éviter l'escalade. J'ai ordonné à mes hommes de se retrancher dans leur véhicule. On va vous laisser bosser. » Sur ces belles paroles, 2 véhicules de transport de troupes arrivèrent sur la place de l'hôtel de ville. En sortirent des soldats de la DPA avec des tenues de maintien de l'ordre. Ils portaient des casques à visière, des boucliers et avaient troqué leurs fusils d'assaut contre des matraques. Ils s'alignèrent derrière la police, coupant totalement l'accès à ce qui restait de la mairie. Le dernier homme qui bondit hors du camion de transport, Bloom le reconnut immédiatement. Il était très grand, brun, et portait, tout comme Contumace, un costume noir. « Tiens donc, bonjour, inspecteur Bloom », déclara l'homme en allant se placer derrière Contumace. « Messieurs, je vous présente Talion. On dirait que vous vous connaissez déjà. » En effet, monsieur, l'inspecteur et moi-même nous sommes croisés en quelques occasions. Les yeux de l'inspecteur s'écarquillèrent. L'individu qui semblait être l'homme de main de Contumace n'était autre que l'homme qu'il avait croisé à plusieurs reprises au Vieux-Fournil. Décidément, cette affaire semblait de plus en plus étrange, et l'inspecteur se rendait compte qu'il était en train de plonger peu à peu en eau trouble.